Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 31 août 2021. Dernière émission du mois d'août, Vincent Gann, toujours très heureux de vous retrouver. Bon courage à ceux qui reprennent cette semaine, il y a une odeur de rentrée, voire même d'automne dans l'air. Alors, nous allons comme chaque semaine parler des marchés financiers, plus particulièrement des crypto-monnaies. Je vais vous proposer une introduction qui va préciser le contexte actuel des marchés financiers, car toutes les classes d'actifs sont liées entre elles. Et ensuite, nous allons regarder les graphiques de 4 crypto-monnaies, 3 habituelles, le cours du Bitcoin, Ether et BNB, et une quatrième que vous choisissez donc chaque semaine. Et cette semaine, c'est ADA, qui a été choisi à travers un sondage qui est organisé chaque semaine, vous le savez, dont le lien se trouve par ici, quelque part en bas. Dans la description, vous avez un certain nombre d'informations, n'hésitez pas à y aller, notamment mon compte Twitter aussi, que je vais rendre à nouveau plus actif. Donc n'hésitez pas à me suivre si cela vous intéresse. Alors, le contexte du marché. Le contexte du marché, tout d'abord, le marché action. Nouveau record historique à Wall Street, ça ne s'arrête pas. Nouveau record historique du S&P 500, des indices Nasdaq, avec des montants de capitalisation boursière astronomiques atteints par ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Facebook, Amazon, et j'en passe, qui capitalisent plus de, pour certaines d'entre elles, 2000 milliards de dollars. Nous sommes sur un niveau de PIB d'une puissance européenne occidentale. Et d'ailleurs, ces 2000 milliards de dollars, c'est aussi ce que vaut à nouveau la capitalisation boursière de l'ensemble des crypto-monnaies. Donc, le marché action reste très bien orienté, surtout Wall Street. En Europe, on se maintient en range depuis 2 semaines, mais la tendance globale reste celle de l'attrait pour le risque, alors que nous entrons donc en septembre, octobre, qui sont, en tout cas lorsqu'on regarde les statistiques de performance des mois qui voient souvent se profiler des phases de prise de profit, mais en tout cas, l'inertie haussière des actions, au moment où j'enregistre cette vidéo, mardi matin, se poursuit. Toujours dans les autres classes d'actifs, un point important, sur le marché d'échange, le dollar américain se replie. Alors on voit ça essentiellement à travers le rebond du cours de l'euro-dollar, qui a bien tenu le support à 1,17 $, pour un certain nombre de raisons liées aux anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Le dollar US est à nouveau sous pression. Je dirais que globalement, cela est plutôt au service de la poursuite du rebond des crypto-monnaies, rebond qui a commencé le 20 juillet, rebond qui est impressionnant. Si vous prenez le delta, le taux de croissance en pourcentage, entre 20 juillet et 20 août, nous avons 70% de hausse pour le cours du Bitcoin, ou 60% je crois, plus de 100% pour ETH/USD. Bon, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé. Dans l'immédiat, les crypto-monnaies leaders sont entrées en trading range, au-dessus de 47 000 $ pour le moment sur le cours du Bitcoin, au-dessus des 3 000 $ pour Ether. S'agit-il de range de trading range, parce qu'on reproche de dire range, bref, de continuation, c'est ce que nous allons voir. Cette semaine, que faut-il surveiller? Cette semaine, comme chaque premier vendredi du mois, au sein donc des grands agrégats de conjoncture économique, eh bien, le marché attend ce qu'on appelle le rapport NFP, Non-Farm Payrolls, c'est-à-dire le rapport mensuel sur l'état du marché du travail aux États-Unis, qui est le facteur numéro 1 qui influence la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, et derrière les taux d'intérêt, le marché action, le dollar, et il y a des effets sur les crypto-monnaies. Donc c'est le chiffre majeur de la semaine, et il est publié ce vendredi, je ne sais pas combien on sera le vendredi, peut-être le 3, vendredi 3 septembre, à 14h30. Donc c'est le chiffre le plus important de la semaine qui tombe vendredi, la dernière séance, qui nous promet une clôture technique hebdomadaire, je pense assez franche, dans quel sens nous verrons, mais en tout cas, avoir un tel chiffre à quelques heures de la fermeture vendredi, eh bien ça nous, je pense, promet une clôture hebdomadaire significative, avec derrière des indications de tendance pour la première quinzaine de septembre.
Voilà donc pour cette introduction, on va regarder quelques illustrations, quelques chiffres avant de passer au tour d'horizon des graphiques. Je vous parlais à l'instant donc des capitalisations boursières. Alors vous avez sous les yeux, ici, vous avez sous les yeux les capitalisations boursières de Wall Street. Excusez-moi une petite gorgée d'eau. Capitalisation boursière de Wall Street. Vous avez donc les principales actions américaines. J'ai classé ici par capitalisation boursière. Bon, un simple clic pour avoir l'ordre croissant ou l'ordre décroissant. Apple, 2300 milliards de dollars. Microsoft, pas loin. Google, 2000 milliards. Amazon, 1700 milliards de dollars. Là, nous sommes sur, de mémoire, il me semble que le produit intérieur brut de la France doit être de 3000 milliards de dollars. Donc, bon, vous voyez un peu ce que pèsent ces poids lourds de la cote américaine. Alors pourquoi je parle de cela? C'est pour établir des comparaisons. Après, on doit comparer ce qui est comparable. Naturellement, on ne peut pas comparer une action aux crypto-monnaies. Mais je note que la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, qui est représentée ici, à gauche en bougie japonaise hebdomadaire et à droite en journalier. Eh bien, avec le rebond en place depuis le 20 juillet, la capitalisation boursière des cryptos a presque doublé, de 1000 milliards, 1100 milliards à nouveau 2000 milliards de dollars, se rapprochant de son record historique. Donc nous avons une capitalisation boursière crypto qui rejoint le top 5 des actions américaines, en fait, toutes classes d'actifs confondues, des plus grandes capitalisations boursières mondiales. Alors, il est tout à fait possible de pratiquer l'analyse technique de cet indice de capitalisation boursière totale. Je vous invite par exemple à observer le rôle du seuil des 50 en journalier sur le RSI ici. Nous avons donc depuis le 20 juillet une belle phase de reprise. Il y a une nouveauté depuis 2 semaines, le trend haussier assez pentu, je n'ai pas calculé en degrés, mais là c'est clairement entre 60 et 70 degrés. Je parle de la pente, voilà, 0, 45, 100, bon, n'était pas tenable. Ces lignes de tendance sont brisées. Alors, brisées partout. Lorsqu'on brise une ligne de tendance haussière, on ne dit pas que la tendance s'inverse à la baisse. Non, non, il y a des étapes en chartisme. Lorsqu'on brise une ligne de tendance haussière, pentue comme ça, le terme précis, le jargon, si vous voulez, la norme technique, s'il y en a une, on parle de changement. Le changement. Le changement, c'est cette étape intermédiaire qui voit la neutralité s'installer. Bien que vivons-nous depuis 2 semaines des trading range, voilà, pour arrêter de dire range. Bref, des phases latérales, comme à l'image de celle, par exemple, d'Ethereum, au-dessus des 3000 dollars. Bon, donc, voilà où nous sommes. Alors, l'analyse technique du total des cryptos est haussière. Je ne vais pas ici entrer dans les détails, mais je voulais commencer par cela. Nous arrivons donc au mois de septembre. Nous avons ce soir une nouvelle clôture mensuelle. Alors, le graphique mensuel sera arrêté ce soir. Peu de probabilité qu'il change de manière conséquente. Nous avons une deuxième bougie mensuelle de suite de reprise, typiquement l'indication que la situation est très différente de celle connue ici à l'époque, donc début 2018. Nous sommes toujours en fait dans le cadre de cette phase de hausse qui a démarré en mars 2020, au creux du choc boursier du coronavirus, et donc toujours en cours, cette phase de hausse est toujours en cours, elle a été relancée après ces 3 mois de correction. Mais nous verrons, nous l'interpréterons lorsqu'elle sera figée définitivement. Alors, qu'envisager pour septembre? Vous avez cette fois-ci sous les yeux le cours du contrat futur Bitcoin. Le cours du contrat futur Bitcoin, d'ailleurs, je vais rendre les choses plus lisibles, voilà, en retirant toutes celles qui... c'est sur le journalier, mais je décoche hebdo, voilà, on y voit plus clair. Donc, en hebdo, moi je reste ici convaincu que la réintégration de cette trendline, le nuage, bon, rien n'a changé depuis la semaine dernière, nous sommes au même niveau. Tout ça, c'est très boule. Bon, du côté des indicateurs techniques hebdo, pas de nouveauté par rapport à la vidéo de la semaine dernière, la confirmation d'un croisement des MACD, très bien, je n'en rajouterai pas davantage. Non, il y a quand même une nouveauté. C'est donc la rupture de cette trendline.
partout rompu. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Moi, j'envisageais que cette trendline puisse relancer le mouvement. Il y a eu, le 27 août, une impulsion, mais finalement, non, pas davantage. Donc, elle n'existe plus, cette ligne de tendance. Mon point de vue, d'ailleurs, sur ce sujet est donc invalidé, puisque j'envisageais qu'elle permette une impulsion vers 52 000. Ce n'a pas été le cas. La tendance a donc changé. Elle est neutre. On le voit, c'est un trailing range. Bon. Alors depuis le 20 juillet, une phase de hausse clairement identifiée ici en 5 temps. Nous avons donc un premier mouvement complet ici qui a été effectué. Premier mouvement complet, le marché s'accroche aux 47 000, aux 47 000 $. Alors les 47 000 $ sont un support important, c'est le 50% de retracement, c'était un pivot aussi, je vais le remontrer après en H4, c'était ce niveau de décrochage. Un niveau de décrochage ici important le 12 mai dernier, bon j'y viens à l'intraday juste après. Le 50% de retracement, Kijun-sen en données hebdomadaires ici, système Ishimoku. Très bien, pour le moment le marché tente de s'y accrocher. Mais il ne faut pas croire que c'est mécaniquement le support qui tiendra. Pour l'instant le marché s'y accroche. Mais en journalier, typiquement, il y a la place pour une alternative. Vous savez qu'une alternative, c'est deux possibilités. Continuer de défendre 47. Plus le temps passe, plus les indicateurs remontent, plus le temps passe, plus cela va dans le sens d'une forte impulsion à venir depuis ce niveau. Mais à tout moment, le marché peut encore proposer de la volatilité. Quel est le scénario, je dirais, du pire ? Le scénario du pire, ce serait une mèche à 44 000. Voilà, c'est le niveau que tout le monde voit. Pour le moment, si vous prenez le BTC, alors, en H4, vous voyez très bien qu'on s'y accroche. Voilà la trendline qui n'existe plus. La dynamique a donc désormais changé. Nous sommes dans un range. Ce range, pour le cours du Bitcoin, il y a plusieurs possibilités. Cela peut être, alors certains y verront un triangle rectangle descendant ici, d'autres encore une structure en construction, triangle symétrique, bon, d'autres encore un rounding top, chacun y voit les choses en fonction de son biais. Moi je regarde simplement l'action des prix, et pour le moment c'est une phase latérale, peu importe sa forme, au-dessus des 47 000 $, et le marché s'y accroche à ces 47 000 $. Alors, si vous prenez le cours du Bitcoin en données horaires, nous retrouvons donc le rôle de ces 47 000 $ au moment où j'enregistre cette vidéo. Il semble que cela provoque à nouveau donc une impulsion. Mais voilà, il y a ces deux hypothèses. La poursuite d'un range sans écarter la possibilité d'un choc de vol, alors, façon de parler, vers les 44 000 et ensuite que ça redémarre. Les deux options sont possibles, ensuite c'est de la gestion du risque. Bon, moi en ce qui me concerne, puisqu'il faut se mouiller, de toute façon, moi vous me connaissez, j'assume mes points de vue, et puis il faut être transparent. Moi j'estime toujours que ces 47 000 vont tenir et qu'ils permettront derrière d'aller chercher les 52 000. 52 000 derrière le franchir, c'est aller chercher le gap baissier de printemps dernier, les 58 000. Bon, voilà donc pour le moment où nous sommes. C'est une SSB en données 4 heures ici. C'est une SSB en données 4 heures. Tenkan Sen en données journalières, ici toujours système Ishimoku en données journalières. Notez Kijun Daily qui sort à son tour donc du nuage. Si je prends le BTC classique, nous avons donc la même chose. La trendline qui n'existe plus, la dynamique a donc changé, elle est neutre. En fait, regardez 47, c'est Kijun-sen Weekly. On s'y accroche, plus le temps passe, plus les indicateurs journaliers remontent. C'est pour ça que le temps joue en faveur ici de ce niveau des 47 000 $ sur le cours du BTC. Moi, mon scénario, quel est-il ? Sans savoir si on repassera par la case 44 ou si on tiendra 47. Personne n'est devin. Eh bien, moi, mon scénario d'ici fin septembre, c'est toujours d'aller chercher les 52 et derrière, d'aller rechercher le gap baissier, presque comblé d'ailleurs, le gap baissier du début de la correction, le 16 avril dernier. Pour moi, ça reste vraiment ça la cible de fin d'été, si vous voulez, de fin septembre. D'ailleurs, si je me tourne
sur le site, si je vais sur le site Coin Options Track et que je regarde l'état des lieux, donc des options Bitcoin, c'est fait une synthèse de toutes les bourses, tous les exchanges proposant des options. Ce qu'on observe ici, vous avez la valeur de l'open interest, donc le nombre total de contrats, que ce soit put ou call, détenus par le marché, actifs, non détruits. L'open interest le plus fort reste sur le 24 septembre. C'est donc vraiment la prochaine échéance majeure avant la fin d'année. Beaucoup plus de call que de put, très bien. Bon, ça ce sont les anticipations du moment institutionnel. Et au niveau des strikes, comment vous avez donc ici les options call au 24 septembre, les prix d'exercice, vers les calls en bleu ou violet les puts. Là où nous retrouvons le plus d'open interest sur les calls, c'est 50 000 et c'est 64 000. Bon, on voit tout de même un optimisme important à horizon fin septembre, mais bon, tout ça c'est une vision à un instant T. Mais il y a des correspondances avec les niveaux techniques que nous avons vus. En réalité, où se situe le risque? Le risque, pour moi, il est du côté du marché action. Ce marché action qui n'en finit plus de monter, je vous montre ici le contrat futur S&P 500, nouveau record historique. Je vous montre le contrat futur S&P 500 en données mensuelles. Alors, regardez, c'est la bourse américaine. C'est complètement dingue. Et beaucoup mettent en avant le risque de krach boursier. Sauf qu'on en entend parler depuis des semaines, des mois, ça ne vient pas. Bon, c'est le risque pour moi, le signe noir d'une certaine façon, même si ça ne sera pas vraiment un, c'est un vrai choc sur les actions pour X raisons. Et là, comme en mars 2020, les cryptos n'y résisteraient pas. Donc voilà, il faut rester prudent. Il n'y a pas le scénario trop facile de bien sûr qu'on ira à 58 000 dans quelques semaines, c'est évident. Non, 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 ce n'est pas évident du tout. Du tout, du tout. Certains d'ailleurs n'y croient pas. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Dans l'immédiat, il s'agit donc d'un trading range au-dessus des 47 000. Sa forme est en train de s'affiner. Ici en données 4 heures, nous verrons bien, triangle symétrique ou pas, je ne sais pas. Mais ce support me semble pour le moment solide. Oh là, ça fait 17 minutes, il faut que j'accélère. Ether. Alors l'Ether, plusieurs éléments. Tout d'abord, ça surperforme. Ça surperforme BTC. Il y a quelque chose aussi de très intéressant. Bon. En données hebdomadaires, rien n'a changé. La trendline, l'ex-ATH, vous connaissez la musique. On tient Kijun Weekly, très bien. Pour moi, tout ça, c'est très haussier. J'apprécie le fait que cette jambe de hausse ici soit maintenant ponctuée donc d'un range, après avoir cassé la trendline. C'est un range de continuation, selon mon approche. Je reste aussi au-dessus des 3000 $. Kijun Sen remonte. Une structure de compression haussière sur le RSI Daily. Bon, voilà, moi je pense toujours que c'est un marché qui tend à rejoindre les records qui ont été établis ici en mai dernier. Il y a un niveau ici intermédiaire qui était une sorte de ligne de coup, de figure de renversement à 3007. Donc voilà, moi au-dessus des 3000 $, je continue de viser les 3700 $ sur Ether. Ce qui est aussi intéressant, c'est le ratio ETH-BTC. Ratio ETH-BTC qui est en train de donner un signal technique de reprise de tendance haussière, ce qui montre que Ethereum surperforme Bitcoin dans l'immédiat, donc au sein de l'action des prix en bourse. Et enfin, je me tourne du côté de la dominance du Bitcoin, avec là aussi, depuis 2 jours, des signaux techniques positifs, une sorte d'avalement haussier en terminologie japonaise. Bon, bref, je reste haussier sur ETH-USD ici, au-dessus du premier support, donc à 3000 $, bientôt renforcé par Kijun Sen. L'ami BNB. L'ami BNB, c'est propre ce qu'il fait, il prend le temps. Alors, les dépassements des 450 $, nous l'avons vu la semaine dernière. Un pullback a eu lieu, c'est une très bonne chose. Un pullback a eu lieu, c'est une très bonne chose. En hebdomadaire, il n'y a plus d'épaule tête-épaule potentielle. Beaucoup... la pente d'un certain nombre d'indicateurs dynamiques a retrouvé une pente haussière. Maintenant,
moi j'estime que la cible naturelle, ce sont les 600 $. C'était le point de renversement du printemps. Maintenant, les hypothèses. L'hypothèse A est de rebondir sur 450 $ et d'y aller. L'hypothèse B est de construire un gros range jusqu'à la dérive, une phase neutre jusqu'à revenir tester la trendline. Attention à l'écart Kijun qui est à plat. Mais voilà, la zone 430-450, c'est une zone d'accumulation. En termes de timing, je suis un peu plus méfiant parce que si vous passez en données intraday, ici je vais passer en H4, voilà la ligne de tendance chartiste, voilà où nous sommes actuellement en données 4 heures, alors on travaille USSB, très bien, mais il existe la possibilité d'aller chercher ce qui est un range indéfinissable sur le plan chartiste, donc une phase neutre, il existe la possibilité d'aller travailler la trendline et de repartir. Donc ça, je ne sais pas exactement ce qu'on fera là-dedans, mais c'est une construction technique tout à fait boule. L'invalidation, bon, là, je dirais que dans l'état actuel des choses, le stop en tendance est assez loin. Mais c'est comme ça, c'est ainsi. Après, ça dépend chacun de ses positions, mais il faut accepter le fait qu'il y a la place ici pour accumuler, poursuivre le retracement, et derrière repartir. Mais moi, mon point de vue maintenant, mais c'est subjectif, chacun pense ce qu'il veut, c'est que 434, 450, c'est assez solide. Globalement, partout, depuis le rebond de un mois. Si vous vous intéressez au système Ichimoku, Kijun-sen sera le garant ultime. C'est le garant ultime. Si vraiment le marché est reparti dans le sens de la tendance haussière, avec le retournement qui se met en place, bien en journalier, dans le système Ichimoku, cette Kijun-sen ne doit jamais être rompue à nouveau par le bas. Donc, voilà, tendance encore haussière au-dessus des 434, 450. Possibilité, il y a toujours une probabilité qu'on travaille cette zone, mais il me semble que ce sont les 600 $ qui restent la cible sur le BNB. Alors ADA, eh bien, nouveau record historique. Il ne s'agit pas pourtant d'un indice boursier américain ou d'une action américaine. Nouveau record historique pour ADA. Je vais retirer ces trendlines de l'horizon de temps hebdomadaire qu'on y voit un peu plus clair. Vous avez à gauche le graphique en données hebdomadaires. On peut apprécier le fait que la correction a trouvé sa limite basse sur les 1 $ qui correspond en fait à l'ancien record historique en cours de clôture. Le rebond derrière, très classique, reprise de moyenne mobile, d'indicateurs dynamiques. Bon. Nouveau record historique de ADA depuis 2 semaines, dans un mouvement qui me semble trop pentu. Alors là, je dirais attention par rapport aux 3 précédentes crypto-monnaies passées en revue. En hebdomadaire, certes on fait un nouveau record historique, mais il y a l'apparition de divergences ici en données hebdomadaires. Globalement, c'est suracheté. Alors, est-ce que cela indique que c'est un piège technique au-dessus des anciens records? Pas nécessairement. Ce que je veux simplement dire, c'est que pour moi, ces divergences indiquent quoi? Que ce rythme de progression, ce rythme ici, cette ligne de tendance beaucoup trop pentue, ne tiendra pas. Ça, c'est l'opinion que j'ai. J'envisage qu'elle soit en fait traversée à l'image des autres trendlines dont nous avons parlé depuis le début de cette vidéo. Donc, actuellement, on la teste. Certains peut-être s'y intéressent. Chacun est libre de penser comme il veut. Moi, je pense que, attention, elle pourrait céder. Et à ce moment-là, donc, la tendance changeait et le marché entrer dans une phase de retracement ou un flat qui peut durer au-dessus des nouveaux supports de 30 $ et de 50 $. Donc, il y a un écart important à Kijun-sen, par exemple. Attention à la ligne de MAC dans le journalier. Voilà. Moi, mon opinion sur ADA, c'est que la tendance est là, c'est très bien, c'est très intéressant. Mais que dans l'immédiat, en termes de timing, cette trendline me semble menacée pour quelque chose qui pourrait devenir rangy dans cette zone de 30, de 50. Et une fois retrouver un rythme de progression plus équilibré entre le temps et les prix, repartir donc en tendance. Donc voilà, attention, après ce fort rallye, il y a des éléments qui suggèrent que cette ligne de tendance à 75-80 degrés ne tiendra pas très longtemps
encore. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé donc pour la vidéo de ce mardi. Ça fait 25 minutes. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé et que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Merci de m'avoir écouté. Attention donc vendredi au rapport NFP. Pensez toujours à la gestion du risque. Aucune influence, chacun partage ses arguments. Bonne semaine, bonne rentrée pour certains. Et puis à mardi prochain.